À la fête, la meilleure amie de mon mari s'est vantée, j'ai déjà bouclé la ceinture de Marc. Sans hésiter, j'ai renversé toute ma bière froide sur ses cheveux lisses. La pièce est tombée dans un silence de mort pendant que mon mari hurlait. Et je suis parti. J'ai une fois débouclé la ceinture de Marc, murmura Victoria Reed avec une satisfaction suffisante, assez fort pour que toute la table l'entende. Elle était assise juste à côté de mon mari, souriant comme si c'était une blague inoffensive entre amis proches. J'étais assise là, ma main se resserrant sur le verre de bière froid, mes doigts gelant contre le verre humide. Ces mots n'étaient pas les premiers. Depuis le moment où Victoria était apparue, elle avait toujours trouvé des moyens de se glisser dans nos vies, étalant toujours ses moments intimes avec Marc comme s'ils lui appartenaient. Et maintenant, ici, au milieu de ce dîner bruyant, elle avait décidé d'en faire une blague publique. Mark Thompson, mon mari, le visage tout rouge. Il repoussa la main qu'elle avait commencé à lever vers lui, la force étant loin d'être douce. Le claquement sec retentit comme une gifle, faisant sursauter quelques personnes. « Arrête de dire des bêtises », lança-t-il, essayant de masquer son embarras par de la colère. Mais au lieu de se taire, Victoria serra sa main de façon spectaculaire, surjouant comme une actrice de théâtre. « Waouh ! Me mettre la main dessus juste devant ta femme, Mark Thompson. Tu es vraiment tordu. » Toute la table éclata de rire. Le son roula, résonnant comme si c'était le clou de la soirée. Ils pensaient que c'était juste une blague, un peu de drame pour pimenter le repas. Personne ne remarqua à quel point cela me blessait. Peut-être que leurs esprits étaient embrumés par l'alcool, ou pire, ils étaient simplement habitués à ignorer mes blessures. Je sentis la colère monter en moi, chaude et vive, comme une lame me raclant les entrailles. Combien de fois avais-je ravalé des mots comme ceux-là? Combien de fois avais-je forcé un rire, prétendant que tout allait bien juste pour maintenir la paix? Mais ce soir, assise ici avec le lourd verre à la main, j'ai réalisé que je ne le voulais plus. Pas de la peur, juste de l'épuisement. L'épuisement d'être la toile de fond de leur cirque. Ma main eut un mouvement brusque, un petit geste précis. Toute la bière se déversa directement sur les cheveux soigneusement coiffés de Victoria. Elle se répandit instantanément, la trempant. Elle hurla, sursautant de sa chaise comme si elle avait été électrocutée. Son chemisier clair, maintenant humide, collait à son corps, révélant des formes peu flatteuses et un mouvement de panique. L'odeur de bière se répandit, aigre et forte, se mélangeant à son parfum coûteux. Marc se leva d'un bond. « Émilie, qu'est-ce qui te prend, bon sang ?» Sa voix tonna, pleine de rage. Je lâchai prise. Le verre glissa de ma main, se brisant sur le sol avec un bruit sec et cristallin, des éclats se dispersant sous la table, captant les lumières. Entouré d'yeux stupéfaits, de bouches ouvertes, de chuchotements étouffés, je levai lentement un doigt, ma voix étrangement calme. J'ai aussi mouillé la poitrine de Victoria Reed. La pièce entière se figea. Les rires d'avant s'évanouirent, remplacés par un silence pesant. Tout le monde restait assis, immobile, les yeux clignant lentement, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Marc retira rapidement sa veste et la drapa sur Victoria, le visage pâle. Victoria, se pressant derrière lui, dit « Émilie, si j'ai dit quelque chose de mal, tu aurais pu me le dire. Pourquoi réagir comme ça ?» Je la regardai, puis j'imitai son geste exact de tout à l'heure, faisant semblant de me souvenir soudainement, couvrant ma bouche de façon spectaculaire, les yeux grands ouverts et innocents. Je plaisantais, je ne le pensais pas. Sinon, pourquoi aurais-je choisi le moment exact du jeu pour verser, n'est-ce pas? Mes mots répétaient son excuse mot pour mot, ma voix dégoulinant d'une fausse douceur, rendant l'air encore plus lourd. Les gens autour de nous commencèrent à s'échanger des regards, quelques chuchotements s'élevèrent, mais personne n'osait plus rire. Marc serra les dents, la mâchoire contractée, les yeux brillants de colère. « C'est ton idée d'un jeu. » Sa voix coupa, vive, comme pour trancher l'air. Mais alors, peut-être que mon regard était trop direct, trop calme, et cela le fit hésiter. Après quelques secondes, il détourna le visage, baissant le ton presque jusqu'à un murmure, essayant d'arranger les choses. C'était il y a longtemps. Quand on est jeune, on fait des bêtises. Victoria plaisantait. Ne la prends pas au sérieux. Il força un rire, mais cela ne pouvait cacher l'embarras qui inondait ses yeux. Je ne répondis pas, soulevant seulement tranquillement mon sac à main sur mon épaule. Nous rentrons à la maison. Tu viens avec moi ou tu restes avec elle? Mes mots résonnèrent clairement.
Pas fort, mais assez pour remplir le silence. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Je ne laissai à Marc aucune issue, me tenant là, le regard fixe, attendant qu'il choisisse devant tout le monde. Victoria, toujours accrochée derrière lui remit la veste froissée dans la main, sa voix empreinte d'inquiétude, mais tout le monde pouvait entendre la moquerie. Va avec Émilie, Marc. Après ce gâchis, si tu ne le fais pas, elle pourrait s'en prendre à quelqu'un d'autre. Juste une phrase, mais c'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les regards autour de la table passèrent instantanément de la surprise à la suspicion, de l'amusement à l'agacement. Je gardai mon sourire inchangé, léger mais tranchant comme une lame. Si tu oses flirter avec le mari de quelqu'un d'autre, alors tu mérites d'être puni. Même s'il disait que c'était il y a longtemps, le dégoût en moi ne s'estompait pas. Il s'accrochait à chaque respiration comme une nappe de pétrole, collante et suffocante. Marc marcha avec moi jusqu'au parking, ses pas lourds comme s'il traînait un rocher, chaque souffle fumant de colère chaude. Il se tenait là, les mains enfoncées profondément dans ses poches, me fusillant du regard comme si j'étais celle qui avait causé tout le chaos. Nous sommes mariés. Qui d'autre ai-je à part toi, gronda-t-il, sa main se levant, puis retombant immédiatement, comme s'il retenait un coup de poing en l'air. J'ai grandi avec Victoria. C'est rare de réunir tout le monde, et je t'ai même amené. Il s'approcha, sa voix s'élevant, criant presque « Émilie, de quoi es-tu en colère, bon sang ?» Je suis resté immobile, le dos contre la portière froide de la voiture, le regardant droit dans les yeux. Son regard vacilla, pas aussi stable que ses mots. Sous le lampadaire, je vis les perles de sueur se former sur son front, ses cheveux ébouriffés par ses propres mains frustrées qui les avaient ratissés. Je ne répondis pas, ouvrant simplement la portière de la voiture, glissant sur le siège du conducteur, laissant mon silence parler pour moi. Le trajet de retour fut long et silencieux, seulement le bruit des pneus roulant sur la route et la respiration lourde de Marc à côté de moi. Il n'arrêtait pas de marmonner, sa voix montant et descendant comme un discours sans fin, sans début ni fin. Mon amitié avec Victoria. Tu ne comprendras jamais. Tu dramatises toujours tout juste pour une stupide blague. Il secoua la tête, se frappant fort la cuisse comme si c'était lui qui était lésé. Au moment où la voiture s'arrêta devant la maison, il n'avait toujours pas cessé de parler. Il entra dans le salon, jeta les clés sur la table, le cliquetis du métal sur le bois atterrissant sec et net. Puis il s'effondra sur le canapé, s'étalant. Je suis resté à l'entrée, ma main agrippant toujours la sangle de mon sac, prenant une profonde inspiration. Je le regardais, l'homme qui avait autrefois promis de me protéger, maintenant allongé là, ivre et hors de contrôle. Sa bouche déversant des excuses que personne ne voulait entendre. Je ne pris pas la peine de discuter, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais qu'avec quelqu'un comme ça, les mots ne signifiaient rien. L'aube venait de poindre. Les premiers rayons de soleil glissaient à travers les rideaux, dispersant de leur pâle sur le parquet. De la cuisine venaient des sons mêlés à l'odeur grésillante du bacon en train de frire. Je descendis les escaliers, encore lourdes de la dispute de la veille, et je vis Marc dans un tablier bleu foncé, sifflotant, souriant comme si de rien n'était. Ma petite femme est réveillée. Viens vite. Des œufs au plat avec du bacon et du porridge, tes préférés. Il se tenait là, tenant une spatule, les cheveux en désordre, mais les yeux brillants. Comme si l'ivresse et les mots amers de la nuit précédente n'avaient été qu'un rêve. Son corps était étrange. Il s'effondrait après juste un peu d'alcool, mais décuvait rapidement comme en appuyant sur un interrupteur. Avant la fête de la veille, il s'était accroché à moi, moitié en plaisantant, moitié sérieusement. Viens avec moi, chérie. Et si je me saoulais que quelqu'un me joue un tour? Les amis, la boisson, les soirées agitées étaient normales. Mais je ne m'étais pas attendu à une meilleure amie comme Victoria Reed, qui dès la première rencontre m'avait laissé mal à l'aise. Je me souviens encore de ce premier moment. Victoria est entrée, une robe écarlate moulante accrochée à sa silhouette. Alors c'est Émilie, dit-elle, me balayant du regard de la tête aux pieds avant de se tourner vers Marc avec un clin d'œil malicieux. Magnifique. Les goûts de Marc sont vraiment différents de quand il était jeune. Cette salutation, douce en surface, portait un poison en dessous, comme si elle me mesurait, me comparant à des souvenirs qu'elle et Marc partageaient. J'ai souri en retour, mais à l'intérieur, je sentais déjà une petite fissure. Maintenant, dans la lumière matinale de la cuisine, Marc essayait toujours d'arranger les choses. Il s'approcha, s'essuyant les mains sur le tablier, la voix hésitante.
Chérie, j'ai eu tort. Hier soir, j'étais ivre. Punis-moi comme tu veux. Il baissa la tête, feignant le remords. Mais je le regardais seulement. Alors, sais-tu même ce que tu as fait? Ai-je demandé, ma voix stable, ni forte, ni douce, mais assez pour le figer. Son visage se raidit, les lèvres serrées, comme si ma question avait touché un point sensible. Après un moment, il força une réponse, marmonnant, j'ai juste perdu le contrôle quand j'étais ivre. Je promets que ça n'arrivera plus, d'accord? Il tira une chaise, me poussant à m'asseoir au bord de la table, les mains jointes comme un enfant grondé. J'ai fait tout ça spécialement pour toi ce matin, dit-il, faisant glisser l'assiette de parfumée vers moi avec un étrange sourire. Mange d'abord, puis punis-moi. Avant même que ces mots ne finissent, son téléphone sonna bruyamment. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Un de ses soi-disant amis proches. Marc hésita, la main planant au-dessus du téléphone, les yeux se tournant vers moi. « Tu veux que je m'écarte ?» demandai-je, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres. Il décrocha maladroitement, forçant un rire pour détendre la tension. À l'autre bout du fil, c'était bruyant et sauvage, des rires mêlés au rugissement des moteurs. Marc, décuvé, cria une voix d'homme, forte et excitée. « Je te l'avais dit. Retrouve-nous aujourd'hui à la piste de moto en dehors de la ville. Ne sois pas en retard. » Puis la voix baissa, comme pour cacher quelque chose. « Victoria a dit que si tu oses te montrer, elle mettra la tenue en cuir la plus sexy. » Juste après, une voix de femme intervint, riant et grondant, mais clairement Victoria. « Marc, tu viens? Je t'ai dit qu'aujourd'hui, c'est juste entre mecs. N'amène pas ta femme. » Les yeux de Marc s'éloignèrent, refusant de rencontrer les miens. Il baissa la tête, agrippant le téléphone si fort que son pouce devint blanc. Victoria continuait de pousser, son ton à moitié taquin, à moitié sérieux. Marc, toujours pas réveillé. Je laissai échapper un petit rire, assez fort pour être entendu de l'autre côté de la ligne. Il est réveillé, juste trop heureux pour parler. L'autre bout du fil devint instantanément chaotique, comme s'il venait d'être aspergé d'eau froide. Le souffle de Hun se coupa, sa voix se précipitant pour couvrir. Émilie, on plaisantait. Ne le prends pas mal. Marc le coupa, sa voix tonnant à travers le téléphone. À partir de maintenant, surveillez vos paroles. Ne plaisantez plus comme ça. Il raccrocha. Puis il se tourna vers moi, levant la main comme pour jurer. Chérie, je jure que je ne ferai jamais rien de louche avec eux. Je ne répondis pas, le regardant seulement, laissant mon silence parler pour moi. Pendant 3 jours d'affilée après ça, Marc me colla comme de la glu, ne me quittant pas d'un pas. Il n'arrêtait pas d'essayer de prouver qu'il n'allait nulle part pendant que j'étais assise là, fixant l'écran de mon téléphone, l'épuisement montant en moi. Tant d'appels, tant de rires gênés, tant de tentatives de me convaincre. Le 4e jour, au milieu d'une réunion importante, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était encore Marc. Je l'ai éteint immédiatement, ma main serrant le crayon si fort que le bois a craqué. J'ai renvoyé une seule ligne courte. Pas besoin de faire de rapport. La seconde moitié, je ne l'ai pas écrite, mais dans ma tête, elle se répétait encore et encore. Si tu n'avais rien fait de mal, tu ne ressentirais pas le besoin de me le prouver. Il a renvoyé un emoji de chiot triste, d'un rose criard avec des yeux larmoyants. Marc n'avait jamais utilisé ce genre de choses auparavant. L'inspection de cette projet était prévue pour le week-end, et j'avais organisé la rencontre au nouveau club de montagne dans la banlieue. L'air y était frais, la brise transportant l'odeur de l'herbe et de la terre humide. Nous avons terminé le travail. J'ai rangé mes documents et je suis sorti quand le rugissement des moteurs a déchiré l'air derrière la clôture de barbelés, strident comme du métal déchirant l'air. Sur la piste de moto, quelques hommes filaient sur des motos rugissantes, la poussière tourbillonnant épaisse autour d'eux. Une femme en cuir moulant, sans casque, s'accrochait au dos de l'homme devant, son visage pressé contre son dos, ses cheveux fouettant le vent. La moto dérapa jusqu'à l'arrêt, les pneus crissant sur la terre, la foule éclatant en acclamations. Fais quelque chose de risqué. Risqué. Un gars a ri en montrant le couple. Victoria n'a-t-elle pas une fois débouclé la ceinture de Marc? Refais-le maintenant. Les rires éclatèrent, forts, crus, pleins de sous-entendus. Victoria enroula ses bras autour du cou de Marc, suspendant tout son corps à lui, sa voix à la fois timide et sensuelle. Marc,
ils sont si méchants. Que devrais-je faire? Elle gloussa, se pressant contre lui. Et puis ils se sont glissés ensemble dans une pièce privée, la porte claquant derrière eux. J'ai fait un pas en avant, poussant la porte. La lumière a jailli, tombant sur leur visage surpris. J'ai fixé Victoria droit dans les yeux, ma voix calme mais froide. Cette ceinture a des diamants. Si tu l'abîmes, peux-tu te permettre de payer? Victoria tressaillit comme si elle avait été électrocutée, ses mains tombant alors qu'elle s'éloignait de Marc, le visage brûlant de rouge. La foule est devenue silencieuse, les rires étouffés. Un des hommes a tâtonné, essuyant la sueur de son front. Émilie, qu'est-ce que tu fais ici? Victoria a paniqué, attrapant sa veste pour couvrir sa poitrine, tâtonnant comme quelqu'un qui cache un crime. Attends, quoi? Ils n'ont pas dit que c'était seulement entre hommes? Marc s'est précipité, les mains levées comme pour m'embrasser. Ce n'est pas ce que tu penses. Je suis resté immobile, ma voix stable mais empreinte de mépris, mes yeux balayant la pièce. Victoria, à moins de 50 mètres, il n'y a que 2 femmes, toi et moi. Alors, de qui te couvres-tu exactement? Elle a bégayé. Il n'y a rien entre Marc et moi. C'est toi qui t'accroches toujours, qui nous espionne, qui nous suit. Le front de Marc s'est plissé, son visage s'assombrissant alors qu'il lui lançait un regard furieux. Quelqu'un a rapidement plaqué une main sur sa bouche, l'entraînant hors de vue, et le bruit s'est enfin calmé, nous laissant seuls tous les deux dans la pièce. Il s'est assis en face de moi, mais seulement sur le bord de la chaise, le dos raide comme s'il avait peur de tomber. Chérie, ai-je parlé la première, ma voix égale. Divorçons. Son souffle s'est coupé, les yeux écarquillés, son visage vidé de sa couleur. Émilie, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai répété plus lentement. J'ai dit, divorçons. Fais de la place pour ta soi-disant innocente. Il m'a saisi la main, paniqué, ses doigts serrant si fort que ça faisait mal. Ne dis pas ça sous le coup de la colère. Je peux expliquer. Aujourd'hui, c'était juste un jeu, je suis restée silencieuse, le laissant continuer, les yeux fixés sur lui. Il a dégluti difficilement, sa voix tremblante. Avec tous ces gens-là, que pouvais-je faire? Chérie, tu ne me fais pas confiance? La pièce était silencieuse. Un par un, j'ai dégagé ses doigts des miens, fermement mais doucement. Te faire confiance pour me laisser être trahi comme ça? La bouche de Marc s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti, ses yeux fuyants. Un léger coup a été frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Victoria est entrée quand même, une serviette à la main, sa voix enjouée. Émilie, est-ce que Marc parle toujours? Ce soir, nous allons à un barbecue. Allons-y ensemble. Elle s'est assise nonchalamment, s'épongeant le front avec la serviette, se déplaçant tranquillement. Puisque tu es là, pourquoi ne pas te joindre à nous? Marc ne mange pas épicé. Et toi? Des préférences? Le visage de Marc s'est assombri, sa voix cassante. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Dehors. J'ai souri, ma voix aiguë de moquerie. Oui, j'évite les fausses et les filles qui cherchent l'attention. Victoria s'est hérissée, le visage rouge, la voix stridente. De qui parles-tu? Immédiatement, certains des hommes l'ont traîné dehors, leurs mains rudes agrippant sa taille, ce qui n'a fait que souligner sa taille fine et ses longues jambes, sa robe en cuir brillant sous les lumières. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi les femmes comme elle prospéraient dans des groupes d'hommes. Ce n'était pas de l'amitié. C'était l'attention, l'abri de ses bras forts au milieu des rires crus et des blagues suggestives. Émilie, où vas-tu? Marc m'a poursuivi dans le couloir, baissant la voix avec désespoir, tirant sur ma manche. La dernière fois, tu as fait une scène à une réunion. Ne pars pas encore cette fois. Rentre à la maison. Je t'expliquerai tout lentement. D'accord? Son téléphone a sonné fort, l'écran s'est allumé. L'identifiant de l'appelant indiquait « Mia ». J'ai secoué légèrement la tête, ma voix ferme. Non, je ne suis pas comme toi. Je suis venu ici pour travailler. Laissant de côté la frustration, le club de montagne avait vraiment un cadre magnifique. Au crépuscule, le coucher de soleil flamboyant peignait les collines d'or. La brise transportait un frisson à travers les arbres. Près du feu de camp crépitant, l'odeur de la viande grillée se mêlait à la fumée du charbon de bois, se fondant avec les rires au loin et le crissement du gravier sous les pieds.
Je me suis assise à une table en bois en face de Thomas Bennett, un homme d'affaires perspicace à la voix chaleureuse, à la conversation intelligente et à l'humour qui correspondait au mien. Nous venions de finaliser les détails du contrat. Mia, mon assistante, a emporté le brouillon à l'intérieur pour le réviser, me laissant, Thomas et moi, avec des verres de vin rouge scintillant à la lumière du feu. Les verres s'entrechoquèrent doucement, un son fragile lorsqu'une voix grinçante intervint, nette et intrusive. Te faufiler toute seule, et contrôler Marc si étroitement. J'ai levé les yeux, rencontrant ceux de Victoria, debout à quelques pas de là, sa main drapée sur l'épaule d'un homme étranger. Il m'a vu, a eu un rire gêné, se grattant la tête. Émilie, quelle coïncidence. Victoria a incliné la tête, arborant ce regard familier et innocent. Alors, Émilie ne veut pas sortir avec nous, mais elle aime les rendez-vous comme ça, hein. Elle a levé son téléphone, l'appareil photo pointé vers moi, sa voix stridente. Marc, regarde. Émilie est en rendez-vous. Viens vite. La lumière de l'écran du téléphone m'a aveuglé, mais je suis resté poli, me tournant vers Thomas et disant en français, parfois, on rencontre des gens sans limite. J'espère que ça ne gâche pas votre humeur. Thomas a agité la main, souriant calmement, clairement imperturbable par son coup. Le visage de Victoria a rougi de colère, sa voix s'élevant. Émilie, qui insultes-tu? Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Marc est apparu, s'avançant à grandes enjambées, sa haute silhouette découpée par le feu, un casque pendant à sa main. L'expression de Victoria a changé instantanément, sa voix devenant timide et puérile. Marc, enfin, tu es là. Un peu plus tard et tu l'aurais manqué. Elle m'a jeté un coup d'œil, les yeux brillants de triomphe, son ton vif. Sans moi, tu serais encore trompé par elle. Le visage de Marc s'est assombri, ses yeux passant de Victoria à moi, puis se posant sur Thomas. Il a grincé des dents, sa voix basse et mordante. C'est ça, les affaires dont tu parlais? Je suis resté calme, posant ma main légèrement sur la table, ma voix stable. Oui. Il s'est approché, la fureur brillant dans ses yeux. Tu te plains de moi avec mes amis, mais et toi? Assis seul, juste vous deux. J'ai haussé les sourcils, imperturbable. Et quel est le problème? Marc a serré ma main autour de mon poignet, ses doigts s'enfonçant comme pour essayer de me retenir de force. À ce moment, Mia s'est précipitée, tenant le contrat révisé, sa voix excitée. Émilie, c'est fait. Elle s'est arrêtée net, les yeux écarquillés de surprise. Marc, tu es là aussi. Elle m'a tendu le dossier, toujours professionnel. Ajusté comme nous en avons discuté. Elle a brièvement levé les yeux, et à cet instant, j'ai vu les expressions de tout le monde se figer. Victoria, mal à l'aise, le téléphone toujours à la main. Marc, rigide, sa prise sur mon poignet. J'ai pris le contrat, me tournant vers Thomas. Il a souri, a pris les papiers. Mais avant de signer, ses yeux se sont posés sur Victoria. Son anglais courant, froid et tranchant. D'où nous venons, un comportement comme le vôtre s'appelle être une personne toxique. Son regard s'est déplacé vers Marc avant qu'il ne signe de manière décisive. Il m'a tendu la main, sa voix ferme. Émilie, ne vous inquiétez pas. Pour ce partenariat, je ne me soucie que de la compétence. Nos mains se sont serrées fermement dans une poignée de main forte et stable. En moi, le dernier poids d'inquiétude s'est levé comme une pierre roulée de ma poitrine. Heureuse de coopérer, ai-je répondu, ma voix légère mais confiante. Je me suis levé, j'ai ajusté mon manteau et je me suis éloigné de la table en bois, laissant derrière moi des regards détournés et une vérité que personne n'osait affronter. Je n'avais pas besoin de prouver que j'avais raison, car la vérité avait déjà parlé pour moi. Marc a suivi ma voiture jusqu'à la maison, les phares de son SUV clignotant dans mon rétroviseur comme une ombre qui refusait de me lâcher. Après une longue journée de travail, mon corps était épuisé, chaque muscle endolori comme si toute ma force avait été aspirée. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche, me glisser sous la couverture et dormir pour oublier cette journée chaotique. Mais Marc ne me laissait pas en paix. Il est entré dans la maison juste derrière moi, ses bottes boueuses raclant le parquet, sa voix vive, mais forcée à la retenue. Tu es si privé avec lui, comment pourrais-je ne pas être anxieux? Je me suis arrêté devant la coiffeuse, tenant le peigne en bois, mes yeux sur le miroir, mais ne voyant rien d'autre que sa silhouette se profilant derrière moi. Chérie, son ton a baissé, passant à une fausse douceur, essayant de me convaincre.
dis juste quelque chose, d'accord? Toi, comme ça. Moi et Victoria. Avant qu'il ne puisse finir, j'ai claqué le peigne sur la table, le craquement du bois frappant le verre résonnant, sec et net. Marc a tressailli, les yeux écarquillés, sa main levée figée en l'air. Dehors, ai-je dit, ma voix glaciale, ne lui laissant aucune place pour s'insinuer. Il a reculé, puis a essayé de se rapprocher à nouveau, les bras tendus comme pour me tenir. Chérie, dis-moi comment te calmer. J'ai reculé plus vite que lui, esquivant son contact comme si j'évitais quelque chose de sale. Le dégoût a surgi en moi, chaud et m'étouffant la gorge. Reste loin de moi. Ai-je crié, ma voix s'élevant, réverbérant dans la petite chambre. Marc s'est figé, son visage pâle, puis vidé de son sang, ses yeux fuyant comme s'il cherchait une explication à ma réaction. Soudain, il a donné un coup de pied dans la poubelle à travers la pièce, le plastique claquant contre le mur avec un bruit sourd. Papier et canettes se sont éparpillés partout. Pourquoi ne dis-tu pas simplement que c'est à cause de Victoria? A-t-il rugi, sa voix tremblant de fureur, sa poitrine se soulevant comme s'il venait de courir 1 kilomètre. Elle et moi avons grandi ensemble. Émilie, je n'ai jamais eu de relation louche avec aucune autre femme. Ne le vois-tu pas? Ses respirations étaient saccadées, ses poings serrés, comme si frapper l'air pouvait drainer sa colère. Je l'ai regardé, imperturbable. De la salle de bain voisine, le clapotis de l'eau s'égouttait de la douche que je venais d'allumer, les gouttelettes se brisant régulièrement comme le battement de cœur de la pièce. Marc a soudainement levé la tête, sa voix baissant, presque suppliante. Cet après-midi, c'était juste un jeu, j'ai retroussé mes lèvres, un mince sourire, aussi vif qu'une lame. Un jeu? Déboucler une ceinture, c'est ennuyeux. Tu aurais juste dû la laisser te déshabiller complètement. Le corps de Marc s'est raidi, cloué sur place par mes mots. Quelques secondes plus tard, il m'a regardé, troublé, marmonnant, dois-tu vraiment le dire comme ça? Ses yeux ont vacillé avec une trace de douleur, mais je ne m'en souciais plus. J'ai fait un pas en avant, j'ai attrapé son col, je l'ai poussé hors de la chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Le son du loquet s'enclenchant, sec et final. Le monde est tombé instantanément dans le silence, ne laissant que le son de ma propre respiration. Le lendemain, mon assistante, Mia, et moi avons pris un vol pour la France pour le travail. Avant de partir, j'avais discrètement engagé un détective privé pour tout déterrer sur Victoria. L'avion a atterri à Paris sous une fine bruine, les rues mouillées scintillant sous les néons. Le dîner avec Lady Elizabeth, une Française d'une 50aine d'années, a eu lieu dans un restaurant chaleureusement éclairé, où le doux cliquetis de l'argenterie résonnait sur des assiettes polies. Elle était élégante mais pragmatique. Ses cheveux argentés étaient attachés en un chignon haut, ses yeux bleus vifs et observateurs. Les détails du contrat avaient déjà été finalisés. Seule la signature restait. Une fois les affaires terminées, elle a posé ses couverts, a tamponné le coin de sa bouche avec une serviette en soie et m'a jeté un coup d'œil avec une lueur de curiosité dans les yeux. Mademoiselle Émilie, vous semblez fatiguée. Vous vous adaptez encore au décalage horaire. J'ai bu une gorgée d'eau, le courant froid apaisant la chaleur qui montait dans ma poitrine. Je viens de régler quelques affaires familiales, ai-je répondu, mes doigts se resserrant légèrement autour du verre. Lady Elizabeth a souri, un sourire entendu, et n'a rien demandé de plus. La dignité de l'âge adulte, s'arrêter à la ligne appropriée, sans s'immiscer ni sonder. Je l'ai regardée, silencieusement reconnaissante de cette grâce subtile. Ce n'est qu'une fois de retour à l'hôtel que j'ai pris mon téléphone. La conversation de groupe familial avait été frappée comme par une bombe. Silencieuse jusqu'à présent, elle avait explosé. Les notifications arrivaient sans arrêt. 99 messages s'entassaient sur l'écran, pesant comme un poids. Margaret Thompson, ma belle-mère, avait envoyé un long message vocal, sa voix un mélange de sanglots et de reproches acerbes. « Émilie, qu'as-tu posté ?» Marc n'a été qu'un instant insensé. Était-il vraiment nécessaire d'être aussi impitoyable? Juste après, Robert Thompson, le frère de Marc, est intervenu, sa voix pleine d'une colère contenue. « C'en est trop. Retire ça maintenant. S'il y a un problème, nous pouvons en parler. Devais-tu en faire un tel spectacle? » Il a souligné chaque mot comme si j'étais celle qui déchirait toute leur famille. Marc a eu tort, mais nous avons tous grandi avec Victoria. C'était juste une erreur. Les messages de Marc se sont glissés entre les deux, sa frappe saccadée,
comme pour refléter son état émotionnel. Émilie, qu'est-ce que tu veux, bon sang? Retire ça maintenant. Puis quelques minutes plus tard, son ton a changé pour devenir suppliant, parlons. Je t'en supplie. Et enfin, après plus de 10 minutes, une dernière ligne désespérée. Où es-tu? J'ai fixé le flot de textos, les messages vocaux non ouverts, et j'ai senti un épuisement écrasant m'envahir. Mais étrangement, en dessous, il y avait un sentiment de calme, comme si je venais de nettoyer tous les déchets de mon seuil. J'avais reçu la preuve de l'infidélité de Marc, des photos de style paparazzi, des messages flous, et je les avais postés directement sur les réseaux sociaux, en le taguant lui et Victoria, non pas par vengeance, mais pour laisser la vérité parler pour moi. J'ai allumé mon téléphone, j'ai bloqué le numéro de Marc, mon doigt glissant de manière décisive comme pour couper un cordon invisible. Puis j'ai éteint l'appareil, un bip doux résonnant, et enfin le monde est tombé dans le silence. La chambre d'hôtel était sombre, éclairée uniquement par une lampe projetant une lueur sur le plafond, et le doux tic-tac de la pluie à l'extérieur de la fenêtre. Dans les jours qui ont suivi, le ciel a alterné entre la grisaille et de rares rayons de soleil pâle perçant les nuages épais. Le travail a rempli chaque recoin de mon esprit. Signer des contrats, effectuer des visites de sites, rencontrer des partenaires, affiner des propositions. Mia est devenue ma porte-parole, gérant chaque appel domestique avec une fermeté polie. La directrice Émilie est en réunion, a-t-elle dit, sa voix stable, lorsque ma belle-mère a appelé pour la 3e fois. Son emploi du temps est complet, a-t-elle répondu lorsque Robert a envoyé un barrage de questions par message. Oui, je transmettrai vos salutations, a-t-elle répondu à l'un des amis de Marc. Son ton était rodé, calme, comme si elle l'avait répété 100 fois. Une semaine plus tard, le projet s'est achevé sans encombre. Sur le vol de retour à New York, j'étais assise près de la fenêtre, fixant la mer de nuages ondulants sous les ailes, blanches et infinies comme les pensées qui flottaient dans mon esprit. Le visage de Marc, autrefois source de mon affection, son sourire chaleureux, son regard profond, s'était déjà estompé dans ma mémoire, se dissolvant comme une vieille photographie. Ce qui restait n'était que l'image de lui protégeant Victoria avec une expression sombre et ce sourire répugnant alors qu'il l'embrassait. Le bourdonnement des moteurs de l'avion continuait, mais en moi, un calme s'était installé. Plus de douleur. L'avion a atterri. J'ai tiré ma valise à travers la sortie. Mes épaules endolories par le long vol, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Dès que je l'ai allumé, Facebook a affiché une demande d'amis. La note jointe, Émilie, je suis l'ami de Marc, Luke Carter. C'est urgent à propos de Marc. La photo de profil était une voiture de sport rouge brillante, rutilant sous le soleil. La photo de frimeur typique. J'ai tapé sur accepter. Immédiatement, un message vocal est arrivé. Le bruit de fond rugissait de musique pop-rock, le chaos d'un bar transpirant à travers. La voix ivre de Luke Carter essayait de paraître familière, mais la tension était évidente. Émilie, enfin, tu es de retour. Viens au Nightshade Bar et traîne Marc dehors. Il est saoul. Il a bredouillé, des rires et des voix se chevauchant autour de lui. En pièce jointe, une photo. Marc serrant une bouteille d'alcool, les yeux vitreux, Victoria à ses côtés, la main sur son épaule. Une localisation épinglée a suivi juste après. Mia, tirant sa valise derrière moi, a demandé doucement, « Patron, on rentre ?» J'ai fait une pause d'1 seconde, regardant la cohue de gens tout autour, puis j'ai secoué la tête. Non. Je me suis tourné vers la station de taxi, ma voix ferme. Au cabinet d'avocat. Mia a hoché la tête, n'a pas insisté, et a suivi en silence. Sarah Smith, une 40aine d'années, une présence vive, des cheveux courts, des lunettes à monture noire et un tailleur gris ajusté. Dans son bureau, la climatisation soufflait froid, le froid comme un rappel de la clarté requise. J'ai fait glisser mon téléphone sur le bureau en bois poli, ouvrant les preuves. Les messages provocateurs de Victoria, truffés d'insinuations. Ses statuts moqueurs, les albums photos de Marc sur Facebook remplis de clichés suggestifs d'eux, les photos intimes capturées par le détective privé, et les messages vocaux chaotiques de la conversation de groupe familial que j'avais recueillie. J'ai posé mon menton sur ma main, regardant Sarah faire défiler rapidement, ses yeux derrière les verres froids, inébranlables. Elle a hoché la tête, sa voix stable et certaine. Très complet, surtout le comportement de cette Victoria. Cela constitue clairement un harcèlement et une pression émotionnelle prolongée. Combiné aux preuves antérieures,
y compris la tolérance et la négligence de votre mari pendant le mariage, cela sera extrêmement avantageux pour obtenir un bénéfice maximal. Elle a sorti un brouillon du tiroir. Voici l'accord de divorce final, selon votre demande. Le partage des biens a été optimisé en fonction de l'accord prénuptial et des contributions faites pendant le mariage. Relisez-le et s'il n'y a pas de problème, nous pouvons le déposer officiellement. Étant donné l'état actuel de l'autre partie, le tribunal nous sera presque certainement favorable. J'ai pris le stylo, sa plume glissant sur le papier avec un léger grattement, signant chaque ligne requise. Emily Thompson, la signature familière portant maintenant une signification entièrement nouvelle. J'ai repoussé le brouillon, ma voix calme. Merci, Sarah Smith. Elle a souri, un sourire professionnel mais chaleureux, et a hoché la tête. De rien. C'est mon travail. En sortant du gratte-ciel froid du cabinet d'avocat, la dure lumière du soleil de midi m'a frappé droit dans les yeux. J'ai plissé les yeux, protégeant mon front, la chaleur brûlant ma peau. Le téléphone dans ma poche a de nouveau vibré, un numéro inconnu clignotant sur l'écran. J'ai hésité une seconde, puis j'ai répondu. Le silence a persisté pendant quelques battements, comme si l'appelant reprenait son souffle. Puis la voix rauque de Marc a percé, empreinte de tension, d'urgence et d'épuisement. Emily, parlons. Je suis devant ton bureau. Il a nommé un café au coin de la rue, son ton calme, mais je pouvais entendre le lourd halètement en dessous. Juste 10 minutes. Sa voix a soudainement grimpé, puis s'est forcée à redescendre, empreinte d'une supplication désespérée. Emily, je t'en supplie. Juste 10 minutes. Je t'attendrai. Et sur ce, il a raccroché. J'ai fixé l'écran sombre, la lumière du soleil se reflétant sur les murs de verre tout autour en éclats aveuglants, me forçant à me détourner. Mia se tenait à côté de moi, sa valise à la main, sa voix inquiète. Madame. J'ai pris une profonde inspiration. Je lui ai tendu mes clés de voiture. Retourne au bureau. Occupe-toi des emails d'abord. Je vais en face prendre un café. Mia a hoché la tête, ses yeux me jetant un regard inquiet. Mais elle n'a rien demandé de plus, s'éloignant simplement en silence. En poussant la porte du café, l'arôme épais du café mêlé à la fraîcheur de la climatisation s'est échappé, rafraîchissant la chaleur de la rue. Le café était animé mais feutré, une musique douce flottant des haut-parleurs. Marc était assis dans le coin le plus éloigné, le dos tourné à l'entrée, les épaules légèrement voûtées. Depuis combien de temps? Il avait l'air vidé, les cheveux en désordre, le t-shirt froissé, des cernes sombres creusées sous ses yeux comme s'il n'avait pas dormi depuis des nuits. Sur la table se trouvait un americano intact, la mousse disparue, ne laissant que le lourd liquide noir. Je me suis glissé sur le siège en face de lui. Il a levé la tête, son regard compliqué se posant sur mon visage, urgent, plein de regrets, luttant pour cacher la tension. Ses lèvres ont bougé comme pour parler, puis se sont refermées, forçant finalement une ligne cassante. Tu es de retour. Oui, ai-je répondu brièvement, faisant signe au serveur. Un latte glacé. Merci. Le serveur a hoché la tête, s'éloignant rapidement, ne nous laissant que tous les deux à la petite table. Le silence s'est épaissi, suffocant, collant comme de la glu, rompu seulement par le tintement d'une cuillère remuant le café à la table voisine. Emily, a-t-il finalement commencé, la voix rauque, sa main agrippant la tasse de café si fort que ses jointures sont devenues blanches. Ses captures d'écran. Et, ai-je coupé, mon ton calme mais vif comme de la glace. Tu veux toujours dire que vous n'étiez que des amis. Ces mots se sont coincés dans sa gorge, son expression s'assombrissant, sa main passant rageusement dans ses cheveux. Je sais que je suis en faute, mais devais-tu vraiment aller aussi loin? Comment veux-tu que les gens me voient? Comment pourrais-je jamais? Marc, je l'ai regardé comme un étranger, ma voix égale. Ton image, ton avenir. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tout son corps s'est raidi comme si mes mots l'avaient giflé. Sa main s'est crispée sous la table, les jointures pâles, ses yeux brillants de douleur. Très bien, dit-il, hochant la tête à plusieurs reprises, sa voix se brisant plus haut. C'est ma faute. Je suis un. Je n'aurais pas dû laisser Victoria s'approcher. Est-ce que ça suffit? Sa respiration était rapide, sa poitrine se soulevant, ses yeux rouges et humides comme s'il pouvait pleurer. Mais Emily, pense Y. Pendant les 2 ans où nous étions mariés, comment je t'ai traité?
C'était juste une petite erreur. Dois-tu vraiment me détester comme ça? Le serveur est revenu avec mon latte, le posant avec précaution, jetant un coup d'œil nerveux à l'air tendu avant de se retirer rapidement, c'est pas s'estompant. J'ai tenu le verre froid dans mes mains, remuant légèrement, le brun foncé tourbillonnant dans la mousse pâle. Marc. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait clairement. Le problème n'a jamais été Victoria, ni un seul moment de faiblesse. J'ai levé les yeux, vifs comme une lame, le transperçant. Le problème, c'est que dès la première fois qu'elle a utilisé ses blagues pour m'humilier devant toi, qu'as-tu fait? J'ai repoussé sa main, je lui ai dit d'arrêter de dire des bêtises, dit-il d'un ton égal, se souvenant de cette nuit dans la salle privée. Et puis quoi? Toute la salle a éclaté de rire, de sifflets et d'acclamations. Pensais-tu que c'était me protéger? Ou était-ce une permission silencieuse, voire une indulgence, la laissant croire qu'elle pouvait naïvement continuer à dégrader ta femme? Marc a essayé de parler, mais les mots sont morts dans sa gorge, son visage passant du rouge vif au blanc maladif. Puis, quand elle s'est pressée contre ton dos, a enroulé ses bras autour de toi, quand tes amis ont crié pour qu'elle déboucle ta ceinture, qu'as-tu fait? Mes mots n'étaient pas rapides mais froids et tranchants, coupant à travers l'air. Quand tes amis m'ont appelé d'un numéro inconnu pour me dire que tu étais saoul et pitoyable, disant que Victoria était là mais que tu ne la laissais pas te toucher, attendant juste que je vienne. Pour qui jouais-tu la comédie? J'ai fait une pause, la cuillère tintant doucement contre la glace au fond de mon verre. Du début à la fin, tu n'as pensé qu'à toi, ton image, tes amis, ton malentendu, ton malaise. Toutes tes soi-disant excuses, tes réconforts, tes aveux de faute n'étaient en réalité que pour que je me taise, que je rentre dans le rang et que je t'aide à maintenir cette façade scintillante d'une vie. J'ai posé le verre, le fond heurtant la table avec un bruit sec. Et mes sentiments, mon humiliation, tu n'en as jamais eu cure. Mes lèvres se sont légèrement inclinées, froides, sans même l'ombre d'un sourire. Je me suis levé, prenant mon sac. Alors ne me demande pas pourquoi je l'ai fait. Tu as détruit ce mariage toi-même, pièce par pièce, avec le peu de confiance que j'avais autrefois. Émilie, a-t-il soudainement bondi aussi, la chaise grinçant, attirant des regards curieux des tables voisines. Le sang a quitté son visage, ses yeux écarquillés de panique, à vif. Je ne voulais pas, sa voix a bégayé, sa main se levant comme pour m'atteindre. L'accord est signé et déjà déposé au tribunal, ai-je coupé à travers ses excuses confuses. Si tu as des objections, vois ça avec mon avocat. J'ai tourné, poussant la lourde porte vitrée du café, la cloche tintant faiblement. Dehors, la lumière du soleil brûlante m'a inondé, chassant le froid étouffant de ce coin. Je n'ai pas regardé en arrière, m'avançant dans la cohue de la foule. 2 jours plus tard, Sarah Smith a appelé. La partie de Marc a finalement signé pour l'assignation du tribunal ainsi que la copie de l'accord. Pas de résistance, pas de dispute bruyante comme je l'avais imaginé. J'ai raccroché le téléphone, debout devant la fenêtre de la maison qui n'appartenait plus qu'à moi, regardant la lumière du soleil du début de l'été traverser la vitre, dispersant des lueurs sur le parquet. La maison avait été un bien prénuptial, et maintenant je la voulais propre, libre de toute trace du passé. J'ai appelé un service de nettoyage pour un grand ménage. L'aspirateur a rugi. L'odeur fraîche du nettoyant au citron s'est répandue dans l'espace, se mêlant à l'odeur de tissu des rideaux nouvellement suspendus séchant au soleil. Les espaces vides laissés par les affaires de Marc, je les avais toutes emballées et renvoyées, étaient maintenant remplis de lumière du soleil et de nouveaux meubles. Chaque coin de la pièce semblait pouvoir respirer à nouveau, plus lourd de vieux souvenirs. Mais quand je suis arrivé à une vieille boîte en carton dans le coin du bureau, mes doigts ont touché un petit étui carré en velours sous une fine couche de poussière. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une paire d'alliances simples en platine. La mienne, sa surface intérieure gravée d'un petit E tordu. La gravure maladroite pleine d'efforts. Marc avait insisté pour la graver lui-même, souriant et disant qu'elle était unique. En la regardant maintenant, tout ce que je ressentais était une ironie amère, comme une promesse brisée depuis longtemps. J'ai jeté la bague dans la boîte, puis dans la poubelle. La dernière fois que j'ai vu Marc, c'était au tribunal par une matinée torride, où l'air sec piquait mon visage. Il se tenait là, beaucoup plus mince, habillé proprement d'une chemise blanche, mais incapable de cacher sa ruine. La confiance flamboyante d'avant, la façon dont il souriait audacieusement, les épaules en arrière, le torse bombé, avait disparu, ne laissant qu'une coquille tendue et flétrie. Il a essayé plusieurs fois de me jeter un coup d'œil,
Mais chaque fois que nos yeux se croisaient, il détournait rapidement le regard, gardant finalement son regard fixé sur ses chaussures noires polies. Le juge a lu la procédure d'un ton égal, résonnant dans la salle d'audience froide. À la section confirmant le partage des biens, l'avocat de Marc a murmuré quelques mots, sa main sur l'épaule de Marc comme pour le consoler. Marc a toujours baissé la tête, ses lèvres bougeant, et a finalement seulement hoché la tête faiblement, sa voix presque un murmure. Pas d'objection. Pendant tout ce temps, nous ne nous sommes pas dit un seul mot. Le marteau du juge a frappé, sec et final, comme une dernière coupe tranchant le cordon qui nous liait autrefois. 34 minutes. En sortant du palais de justice, Marc et son avocat marchaient quelques pas devant moi, son dos voûté comme si toute sa force avait été drainée. Il a soudainement ralenti, mais je n'ai pas regardé, marchant droit vers la voiture garée près du trottoir, où Mia avait déjà ouvert la portière. Retour au bureau, madame, a demandé Mia. Oui, ai-je dit en glissant sur le siège arrière. La voiture a démarré, le moteur ronronnant doucement, se fondant dans le flot de circulation dense. Mes yeux ont jeté un coup d'œil au rétroviseur, sa silhouette a rétréci, juste un point qui s'estompait parmi les gens et les voitures, puis a complètement disparu dans les klaxons et l'agitation de la vie de la ville. Le malaise collant et invisible qui s'était accroché si longtemps, comme un film crasseux dans l'air, s'était enfin dissous. La douleur de la trahison, qui m'avait rongé pendant d'innombrables nuits, regards détournés et mensonges, a finalement été lavée du plus profond de moi.